Bienvenue à cette 32e édition du Salon international du livre de montagne de Passy pour une rencontre autour du polar de montagne. La montagne, on ne cesse de le voir au cours des différentes rencontres que nous organisons, la montagne donne le frisson. Elle est hostile et dangereuse et la mort y rôde en permanence. Une chute est toujours vite arrivée, une glissade, une bousculade, une maladresse, une mauvaise intention et c'est le drame. Fatalité ou suspicion, règlement de compte ou compte rendu, les maîtres du mystère trempent leurs plumes dans la neige rouge et prennent de l'altitude. Et nous les avons réunis ce soir autour de Marie-Claude Payet pour son dernier roman Meurtre en falaise aux éditions La Fontaine de Siloé, Delphine Chatrian, qui par ailleurs est maire adjointe à la culture et au patrimoine de la ville de Passy, et qui publie aux éditions Les Passionnés de bouquins Café Crème, son deuxième polar, dont l'action se passe dans la région de Genève ou d'Annemasse. Michel Turc, qui publie cette année un nouveau polar, dont le titre est Balmasque. Donc, c'est un jeu de mots. Oui, Balmasque. Et puis Benoît Malot, un nouveau polar, Sabotage au Mont Blanc. Alors, en fait, ces différents polars ont des styles différents parce que les sources d'inspiration, les intrigues, ne sont pas les mêmes. Par exemple, Delphine Chatrian, Café Crème, c'est plus un roman à connotation politique avec une intrigue qui monte de chapitre en chapitre, mais qui n'est pas directement une scène de crime sordide au coin d'une rue. Enfin, c'est un polar assez complexe. C'est un thriller, mais je ne sais pas quel mot on pourrait trouver en français pour remplacer le mot thriller. Oui, ben, je ne sais pas si... Ah, faut que je prenne. Eh ben, bonjour à tous. Oui, ben, on peut dire roman à suspense, parce qu'effectivement, on n'est pas dans le polar proprement parlé, ni dans le roman d'espionnage à proprement parler, bien que on se rapproche un petit peu de l'espionnage avec la thématique qui est abordée, mais peut-être que tu voudrais qu'on en parle plus tard, Michel ou... Non, pas du tout. Voilà, ben, comme c'est un roman qui raconte l'histoire d'un ancien acteur humanitaire qui souhaite prendre une retraite bien méritée et se mettre au vert à Lucinge. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit village de Lucinge dans la vallée verte. Et donc il vient s'installer à Lucinge, il ouvre un café, voilà, pour prendre sa retraite bien méritée et puis s'éloigner un petit peu de tout ce passé humanitaire dans lequel il a mené une grande carrière, qu'il a menée sur différents théâtres d'opération et qu'il a amené à fréquenter justement de grandes tragédies humanitaires. Et bon, bah, évidemment, l'idée du roman à suspense, c'est que quelqu'un qui vient chercher sa tranquillité et se mettre au vert, bah, on ne le laisse pas tranquille en général. Donc bah, forcément, cette tranquillité, il ne va pas la trouver, en tous les cas, pas la garder bien longtemps. Et donc voilà, il sera rattrapé par des histoires qu'il a pu connaître pendant ce passé humanitaire dans différents pays du monde. Avec beaucoup de violence larvée qui s'accentue de chapitre en chapitre. Oui, tout à fait. Il est soupçonné, soupçonné de méfaits, pourchassé. Voilà, mais on n'en dira pas trop tout de suite sans dévoiler finalement le fin mot de l'histoire. Un règlement de compte sur fond d'action humanitaire avec Benoît Malot, ce sont des règlements de compte sur fond d'enjeux industriels, j'ai l'impression. Bonjour à tous déjà. Moi c'est plutôt on va dire un règlement de compte sur fond avec une trame de fond en tout cas environnementale, parce que moi la base en tout cas de Sabotage au Mont Blanc, c'est avant tout l'explosion d'une usine de la vallée. Et donc qui plonge évidemment toute la région et toute l'économie de la région, évidemment qui bouleverse tout ça,
Et on suit Eric, qui est lui un Parisien qui se met en tête un peu sur un coup de tête, comme on en voit souvent, de faire le Mont Blanc, de faire l'ascension. Sauf que lui est lié à cette explosion. Et en fait, tout au long de son ascension, en tout cas de son entreprise vers le Mont Blanc, il va se faire rattraper par ce drame, à la fois humain, à la fois environnemental, qui a bouleversé toute la région. Donc, moi, je m'étais un peu, lors de l'écriture, il y avait à la fois, moi je suis normand à la base, et il y a eu Lubrizol à l'époque où moi j'écrivais l'incendie de Lubrizol qui a beaucoup touché la Normandie, les gens ne pouvaient plus récolter les fruits, les légumes dans leur jardin. Moi je fais du miel avec mon père, on avait des restrictions sur le miel. Enfin, ça a touché toute une économie. Et quand, à ce moment-là, moi-même, j'étais en train d'écrire cet incident avec l'industrie de la vallée, je me mettais à la place un peu de toute cette population qui pouvait potentiellement subir un peu la dégradation de l'environnement et puis le bouleversement économique qui s'ensuit. Et du coup, j'ai voulu, en tout cas, construire cette trame basée sur ce drame environnemental et Eric qui va se faire rattraper dans son entreprise, justement, alpine, par ce drame, jusqu'au sommet du Mont Blanc. Marie-Claude Paillet, Meurtre en falaise, donc aux éditions La Fontaine de Siloé, c'est plutôt le drame de la jalousie. C'est un drame passionnel, peut-être lié aussi à l'absence, à l'excès de passion entre des individus qui ne peuvent plus supporter d'être laissés pour compte et qui se vengent. Bonjour à tous. Oui, effectivement, c'est une histoire de vengeance. C'est la rencontre, en fait, entre un personnage plein de fêlures qui remonte à l'enfance et qui se trouve confronté à l'humiliation, à la déception. Et toute son obsession passionnelle va être tout à coup tournée vers une vengeance longuement méditée et qui va finir dans un meurtre assez sordide. Voilà. Et ce qui est intéressant, pour moi, par rapport à la montagne, c'est la différence entre la montagne, qui est pour moi une source de paix, d'action positive, et toute cette noirceur, en fait, qui vient en contrepoint un petit peu de tout cela. Et c'est surtout une affaire de femmes. Non, mais ça change parce que souvent, le polar, on a l'impression que c'est un milieu d'hommes. Mais dans ces trois romans, il y a vraiment une atmosphère et une ambiance qui est bien recréée. Et on a souvent l'impression de se retrouver dans des romans un peu dans l'atmosphère de Simenon, avec cette description d'un milieu, des scènes de café, pour ce qui est du livre de Delphine, et un roman réussi, c'est une histoire, des personnages, mais c'est aussi un contexte et une ambiance. Et ces ambiances-là sont bien remises en valeur dans leur côté pesant et obsédant. Alors Michel Turc, qui est magistrat, donc ancien magistrat, mais on l'est toujours peut-être, et donc signe cette année Bal et Masque. Et donc c'est un roman qui est inspiré par l'activité professionnelle antérieure. Bonsoir à tous. Alors il faut toujours une voix dissonante dans un groupe, et je serai celle-ci. En ce sens que je suis invité à m'exprimer sur le polar de montagne. Je ne sais pas ce que c'est qu'un polar de montagne. Et il faudrait commencer par définir ce que ça peut être. Alors j'ai compris que quand on fait l'ascension du Mont Blanc, comme le disait mon collègue tout à l'heure, ben on est en montagne. Mais à quelle altitude l'est-on? Ou faut-il qu'il y ait une corde coupée pour que ça devienne un polar de montagne? Voilà, et à ce moment-là, bah, il faut refaire le procès de Wimper, quelque part dans le Valais. Alors, ceci étant, une fois que la dissonance est apportée, je peux m'exprimer assez longuement sur Bal et Masque et Bal masqué, sauf que
comme le disait ma collègue à ma gauche, on ne peut pas dévoiler une intrigue difficilement. C'est le problème de l'auteur de romans policiers. C'est à quel moment peut-il s'exprimer et jusqu'où peut-il s'exprimer. Alors, pour ce qui concerne Balai masque et Bal masqué, il y a une originalité. Il y a une originalité, c'est que vous arrivez aux 2 tiers du roman et vous apprenez qui sont les auteurs. En général, quand il y a une intrigue, on préfère les 5 dernières minutes de bourrel et dire « Ah ben bien sûr, c'était ça ». Alors là, vous avez une cour d'assises qui va se réunir et on commence par la fin, par le prononcer du verdict, aux 2 tiers du livre. Le tiers restant va vous tenir en haleine en ce sens que vous ne connaîtrez pas le mobile et vous ne connaîtrez pas le pourquoi on a arrêté ces gens-là et pourquoi. Alors certes, ils étaient suspects à un moment donné, mais vous ne saurez pas pourquoi ils ont été effectivement arrêtés et dans quelles circonstances ils ont été arrêtés. C'est le procès qui va vous le révéler. Alors Montaigne, oui, déjà l'auteur y habite, donc c'est une justification. Il y en a une autre, c'est qu'un des crimes commis dans Balai masque et Bal masqué concerne une jeune fille de 20 ans qui a été oxy, violemment d'ailleurs, au col du Réret, sous le col du Réret à Bonneville. Alors là, on n'est pas dans les altitudes très élevées qui justifieraient l'appellation montagne, mais ça reste un lieu de promenade. Et ensuite, nous voyageons parce que nous quittons la montagne, nous allons même jusqu'en Allemagne, puisqu'un rapprochement est fait avec un meurtre qui a été commis avec un modus operandi identique. Et ce modus operandi identique a permis de faire le lien entre les 2 affaires. Alors je vais quand même répondre à la question qui a été posée par Michel Morisseau. Oui, mes polars sont influencés par ma pratique professionnelle antérieure. Non pas ce sont des fictions complètes, mais la rigueur du raisonnement d'un enquêteur, vous la retrouverez dans mes écrits. Voilà, je ne veux pas abuser du temps parce que nous avançons. Non, mais il faut pouvoir mettre en valeur les livres. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que c'est une enquête, alors que les autres livres sont plutôt une trame romanesque qui se déroule de façon plus fluide. Enfin, c'est plus un déroulé de l'action, alors que là, il y a une enquête et on est vraiment au cœur du commissariat, enfin, du travail des policiers et du travail de ceux, parce qu'on a toujours le sentiment quand on voit des séries policières que c'est le procureur qui domine tout, que le juge d'instruction est tout puissant. Voilà un certain nombre de poncifs qui sont énoncés dans les séries. En fait, la réalité est un petit peu plus tempérée, et notamment par le fait que celui qui mène l'enquête d'un crime, c'est toujours le juge d'instruction. Les enquêteurs travaillent sur commission rogatoire, j'en fais état dans mes livres, et donc ils sont tenus par des missions qui peuvent être très générales ou très limitées. Voilà, mais rassurez-vous, je ne vous fais pas un code de procédure pénale. Hein. Et alors, comment les uns et les autres êtes-vous venus au roman policier? Comment est-ce devenu votre forme d'expression plutôt que, je sais pas moi, le roman, alors je ne vais pas dire le roman à l'eau de rose, mais le roman sentimental ou les scènes de la vie de province, etc. Vous avez choisi le roman policier, ce qui est un genre particulier, un genre difficile, hein, parce qu'il faut tenir le lecteur en haleine. Marie-Claude. En fait, oui, j'ai choisi, mon premier roman n'était pas du tout policier, et
un événement m'était resté dans la tête et je l'ai exploité. Je suis partie de très peu de choses. Et donc, à partir de là, j'ai monté donc un crime. Je ne révèle rien, puisque dès les premières lignes, on sait qu'un guide a été tué sur les falaises des Chaiseries au-dessus de l'Argentière. Et en fait, l'enquête, petit à petit, progresse par touches successives. Et on entre aussi dans la psychologie de tous les personnages qui vont être impactés. Alors, d'abord par la meurtrière, puisque c'est une affaire de femme, et par tous ceux qui sont victimes, directes ou collatérales. Voilà, c'est un roman psychologique. Le roman de Michel est un roman policier, vraiment, et là, c'est un roman psychologique. Là, c'est un roman de société, quand même. Puisque au départ, il y a cet accident industriel qui a fait la une de l'actualité. Donc, c'est le point de départ, quand même, de l'action. Alors moi j'ai pas écrit du tout du roman policier parce que j'ai pas les compétences nécessaires et ça aurait pas forcément été bon. Mais effectivement, moi, c'est vraiment une intrigue qui évidemment implique à un moment donné le PGHM, qui implique évidemment la police à un moment donné de l'histoire. Mais moi c'était plus raconter comment en fait le drame peut à un moment donné retrouver en fait mon héros et comment lui peut se retrouver dans son ascension, rattrapé par ses erreurs du passé et par son implication dans ce drame, même si elle était lointaine, notamment géographiquement, mais comment lui peut se faire rattraper par tout ça alors qu'il va un peu la fleur au fusil, monter au Mont Blanc sans se rendre compte en fait que voilà, l'univers qu'il a laissé derrière lui via son implication à un moment donné va le rattraper. Donc voilà, c'est pas du policier, ça reste du polar parce qu'on a une dimension voilà, où il se passe des choses, il y en a qui en veulent à certains, etc. Après, moi, je me suis vraiment basé déjà sur mon expérience de montagne, notamment en alpinisme, pour vraiment retranscrire aussi des ambiances qu'on peut retrouver à Chamonix, qu'on peut retrouver même en randonnée quand on va dans les Aiguilles Rouges, des ambiances de refuge aussi, que lui expérimente parce que c'est une première pour lui. Et voilà, tisser le maillage de toute cette intrigue autour de cette ascension qui évidemment trouvera son climax tout en haut du Mont Blanc. Voilà. Oui, c'est évidemment, c'est pas de l'eau de rose, hein, il faut quand même que ce soit un peu noir, et d'ailleurs la couverture est tout à fait démonstrative. Le roman de Delphine, Café Crème, avec une superbe couverture qui est l'œuvre de l'auteur, hein, qui a pris la photo le jour où les sables du... Voilà, c'était le jour de la tempête de Sirocco. Tempête de Sirocco sur le lac Léman. Sur le lac Léman. Voilà. Et donc le roman de Delphine est un roman politique, hein, dans la mesure où il nous pousse dans les dédales de l'action humanitaire. Et là encore, on imagine que c'est un monde angélique, mais en fait, pas vraiment. Oui, pas franchement, oui. Ouais. Dans un monde humanitaire, le monde humanitaire est très très loin de l'angélisme. Et le rôle de l'acteur humanitaire est loin d'être angélique aussi. Pour revenir donc voilà, à la question que tu posais tout à l'heure sur l'écriture d'un policier, alors évidemment, je vais encore plus loin que mon voisin, c'est-à-dire que c'est ni montagne ni policier. Voilà. Ceci dit, je pense que dans la narration du roman policier, moi j'adore ce rythme-là qu'on a et cette progression du dévoilement. Voilà, il faut trouver les clés du mystère et à toutes les 3 pages, on a quelque chose qui nous intrigue, qui attise notre curiosité et il faut pouvoir trouver une clé, en tous les cas. Donc s'il peut y avoir un lien avec le policier, c'est peut-être celui-ci ou le roman à suspense.
Et puis, oui. Non, mais c'est un livre où il y a du mystère. Hein. Je me souviens, quand j'étais enfant, il y avait une émission sur Paris Inter, Les Maîtres du Mystère, qui donnait le frisson. Et c'est un peu ça, on retrouve cette ambiance. Et puis je te rassure tout de suite, c'est un livre de montagne, qu'on peut intituler polar, hein, puisque c'est le thème de la table ronde. Et ça se passe en Haute-Savoie, donc a priori, c'est pas au bord de mer. Et puis, à un moment, il y a un héros qui monte une côte pour arriver à Lucinge. Donc, non, on reste, je te l'accorde, Michel, on reste en montagne, hein, parce qu'on est dans la vallée verte, voilà, on est dans le Chablais, on est au bord du lac Léman, donc on n'est pas tout à fait, on reste en montagne, voilà, mais c'est pas, on n'est pas proprement parlé ici en haute montagne en tous les cas, mais comme mon voisin, je ne sais pas exactement ce que c'est qu'un polar de montagne, et je ne sais pas si on pourra élucider même un jour cette question-là. Pour en revenir au monde humanitaire, effectivement, c'est loin d'être angélique, comme on le disait tout à l'heure. Et l'acteur humanitaire, donc on peut avoir cette représentation de la personne dévouée, altruiste, prête à tous les sacrifices, mais ce n'est pas sans poser de questions. Et à chaque fois que l'acteur humanitaire agit d'une façon ou d'une autre, il n'est jamais neutre, il s'engage et prend parti et prend des décisions qui ont des conséquences. Et ça, c'est absolument redoutable et c'est quelque chose qui pèse sur ces personnes qui s'engagent et qui reposent sur leurs épaules. Et tout ça, pour tout ça, ne serait-ce que pour ça, en tous les cas, moi j'éprouve toujours une vive admiration pour ces gens qui s'engagent, mais non seulement qui partent en mission pour la première fois, mais qui y retournent aussi. Parce que quand on revient d'une mission humanitaire, je pense qu'on aura croisé de quoi nourrir son désespoir. Et le roman, donc mon roman Café Crème, est inspiré quand même de longs échanges que j'ai pu avoir avec un ami qui est acteur humanitaire, Sébastien, et je ne cesse de l'admirer pour ça, parce qu'il est tout à fait lucide sur les conséquences de son engagement, qui ne sont pas que des conséquences positives, même si les intentions, bien sûr, sont tout à fait louables, et puis les choix, il essaye de faire les meilleurs sur le moment, de prendre les meilleures décisions, mais en situation d'urgence, quelle que soit la décision qu'on prend, les conséquences, on ne les maîtrise pas toutes. Et donc c'est quand même un engagement que je ne cesse d'admirer. Et il revient alors entre deux missions humanitaires, alors par exemple en République centrafricaine, qui est l'un des pays les plus pauvres au monde en termes d'IDH, et pourtant l'un des plus riches en termes de ressources et de matières premières et voilà, c'est un pays africain qui a tout pour bien nourrir sa population, qui a tout et qui pourrait nourrir correctement sa population et la tenir en sécurité, et puis dans un bon état de vie, dans un bon niveau de vie. Or, c'est l'un des pays dans lequel les populations souffrent le plus. Donc, et quand mon ami s'engage, donc il passe quelques mois à Bangui, et puis il revient ici. Donc il y a déjà un choc entre deux mondes, c'est vraiment le basculement, surtout quand on revient du côté des Ouges, de Chamonix, c'est vraiment un choc pas seulement thermique, c'est un choc moral, c'est un choc éthique, c'est un choc sociétal, tout ce qu'on peut s'imaginer, redoutable en tous les cas. Et ce qui me fascine, c'est qu'à chaque fois, il repart. Et donc là, dernièrement, il était dans la zone Sahel, dont vous avez parlé, je pense, lors d'une table ronde, en tous les cas avec le colonel Minguet notamment. Mais c'est pareil, donc il a de quoi désespérer sur place, il revient et il repart. Voilà, mais il en faut des gens pour s'engager. Bravo à eux. Alors, dans un roman, il y a toujours une intrigue, il y a du suspense.
Mais est-ce qu'un roman policier, là je m'adresse à Michel Lecture, qu'est-ce que ça doit aboutir à une certaine forme de désespoir? Parce qu'on touche dans un roman policier comme le tien, vraiment le fond du fond de la nature humaine. Enfin, je veux dire, quand il y a un meurtre, quand il y a... c'est vraiment des choses difficiles donc supporter. Donc, comment est-ce qu'on peut trouver une porte de sortie, une sorte d'espoir dans ces personnages? Comment on peut les sortir par le haut? Oui, alors d'abord, pour répondre à la question précédente, comment j'en suis arrivé au polar, alors je suis un auteur éclectique et ce n'est pas la nostalgie des 7 années d'instruction que j'ai pratiquées à OTG de Bonneville, tribunal judiciaire aujourd'hui, qui m'ont poussé à écrire des romans policiers. La trame, mais on se met dans une situation, et puis cette situation, elle va évoluer, l'intrigue va évoluer, et ne croyez surtout pas qu'on fait un plan, enfin, que je fais un plan, et que dès le point de départ, je sais où je vais aller. Il y a des méandres, et puis finalement, tout ceci prend forme. Et les personnages eux-mêmes évoluent. Mon enquêtrice, j'en suis à mon 4e polar avec Bal et Masque et Bal Masqué. Mon enquêtrice elle-même a évolué parce que dans Mulhouse Connexion, qui était le polar précédent, il lui arrive un incident qui va avoir des conséquences très importantes sur sa vie personnelle, sa vie familiale, voilà. Après, il est certain que d'avoir exercé ma profession de juge d'instruction, d'avoir été confronté au crime, à des scènes de crime, incite à construire les polars autour de cela. Voilà. Double meurtre dans Mulhouse Connexion, qui se passe à Cluse, le double meurtre. On remonte une filière. Cette filière aboutit du côté de Mulhouse. Et puis, 2 meurtres, mais qui ne sont pas un double meurtre, dans Bal et Masque et Bal Masqué. Une jeune femme qui est tuée à Bonneville, une deuxième qui avait été tuée 1 an auparavant, mais qui a 20 ans d'âge également, qui avait été tuée en Allemagne. On fait le lien, ce que j'avais déjà dit tout à l'heure, entre les 2 affaires, et puis il se trouve que on sait rapidement que le meurtre de la jeune fille en Allemagne concerne une prostituée qui vivait à Saint-Louis. Rien de tel pour ce qui concerne la jeune fille qui est à Bonneville. Puis après, à vous de découvrir si vous en avez envie. Oui, ça nous allège beaucoup. Et alors, en ce qui concerne, je m'adresse à Marie-Claude Payet, pour ce qui est de la psychologie. C'était une volonté de faire un roman qui mette en valeur des problèmes psychologiques. Oui. Oui, je me disais, ce roman, qui est un roman de montagne, donc, malgré tout, aurait pu se passer à la mer. Mais le rythme aurait été d'abord très différent. La scène du crime proprement dite est vraiment effrénée. Et ce qui m'a intéressé, c'était justement le basculement d'un être, le passage d'une vie joyeuse, sereine, à la tragédie. Et cette notion de vengeance qui en fait va pourrir complètement la vie d'une jeune fille et bien sûr de toutes ses victimes. Mais même le personnage principal, qui est donc assez pervers, on le voit tout au long par la machination qu'elle met en place,
à la fin, il y a quand même une réflexion qui est faite par rapport à l'enquêteur, réfléchit à sa propre enquête, et il a du mal finalement à trouver ce personnage totalement sordide. Il y pense comme à une enfant perdue un petit peu. C'est ça, il y a beaucoup d'humanité chez les enquêteurs. Et Benoît Malo, pourquoi le choix de la montagne? Parce que le précédent polar ne se passait pas du tout en montagne, enfin, c'était pas du tout le même type d'action. Alors moi j'ai écrit qu'un polar, donc ça se passe forcément en montagne. Ça c'est le prochain effectivement qui se passera sur le GR20 en Corse, qui sera un roman qui sera très différent, mais bon, pour en parler c'est pas vraiment le sujet, mais en tout cas moi si on parlait psychologie, nous on suit Eric qui part un peu, qui est un peu le cliché du quarantenaire, qui a tout réussi, il est à Paris, un peu le Cador, des fois on en voit beaucoup, on peut en voir beaucoup en montagne. Et la montagne, ce qu'elle apprend avant tout, c'est l'humilité. On a beau faire de la basse, de la moyenne, de la haute montagne. Je pense que le premier mot et la première leçon que nous apprend la montagne, c'est avant tout l'humilité. Et moi, ce que j'avais envie de retranscrire dans mon personnage, dans mon héros, c'est cet apprentissage de l'humilité. C'est de se dire, on arrive un peu la fleur au fusil, on arrive un peu en mode Cador, on croit qu'on sait tout. Et les éléments, la nature, l'immensité nous ramènent à notre état un peu de fourmi sur cette terre. Et moi, c'est vraiment ce que j'avais envie de retranscrire dans ce roman à travers Eric. Et de le faire évoluer aussi dans sa mentalité, de le faire évoluer par rapport aux éléments qui l'entourent, par rapport à ses premières péripéties, notamment sur la mer de glace, ou alors ses premières ascensions. Voilà, le faire évoluer comme moi, d'ailleurs, j'ai pu évoluer dans ma pratique. Je dis pas que j'étais un Cador et je me comportais comme ça, mais je pense que chacun à notre échelle, on a tous ressenti ça, où à un petit moment, on s'est cru un petit peu fort, et puis la montagne, ou ça peut être pareil dans la mer, parce que les deux éléments se rapprochent très souvent, sont vraiment frères. La montagne a su nous rappeler à l'ordre et nous dire attention, reste toujours humble par rapport à ça, par rapport à cet élément, par rapport à ta pratique. Et voilà, c'est vraiment ce que moi, par rapport à la psychologie, si on doit évoquer ce thème, je voulais retranscrire à travers mon personnage. En tout cas, ce qui est commun à ces livres, c'est le déroulé de l'action. Et ce sont des romans que l'on pourrait espérer voir un jour transcrits en téléfilm, parce que je pense que ce serait palpitant, hein, ce serait bien. Donc, en ce qui concerne vos projets, donc Benoît, j'avais mal lu son feuillet, donc ce sera, on changera de montagne, on traversera la Méditerranée, et ce sera sur le GR20, donc on a appris l'année dernière qu'il fallait faire très attention, parce que non seulement il y a peut-être des meurtriers, mais aussi des vaches qui sont un peu folles. Marie-Claude, un prochain livre, après La Paroi et puis Meurtre en falaise? Alors j'ai un projet tout simple d'abord, qui est un livre pour enfants illustré. Et puis j'ai un projet alors plus vaste où j'ai accumulé le matériau, mais dont je ne dirai rien pour l'instant. Voilà. En ce qui me concerne, je vais revenir à mes premières amours, c'est-à-dire le roman historique. Et le 15 septembre prochain, je vais sortir Le Photographe. Ce sont deux gars qui sont nés à publier. L'un d'entre eux habite sur les hauteurs de Salanches. Ils ont couvert... ils se sont rencontrés fortuitement, mais ils étaient des amis d'enfance. Ils se sont rencontrés fortuitement à Téhéran en 87, au moment de la guerre Iran-Irak. Et je veux présenter par là une vision qui n'est pas manichéenne du monde. C'est quelque chose que j'avais commencé à écrire il y a fort longtemps, et les événements me portent à le publier rapidement. Eh bien, le prochain, donc le troisième roman est écrit, il est entre les mains de mon éditeur et il sera publié au premier semestre 2023.
Et alors là, donc, je m'éloigne du polar. Et bon, on reste. Il y a un mystère à élucider. Alors peut-être plus proche de l'angoisse en tous les cas. C'est l'histoire d'une femme qui soudain devient mutique, elle ne parle plus, elle est complètement apathique, un peu comme à la façon de James Stewart dans Sueur froide. Et donc sa fille va s'évertuer à comprendre pourquoi sa mère est dans un tel état, et ça va l'amener à remonter un petit peu la piste, l'histoire de la Pologne et des pays de l'Est en pleine guerre froide. Voilà. Et les personnages sont installés essentiellement en Normandie. Donc, voilà. Bon, même si y en a un qui vit normalement à Chamonix, mais l'histoire se déroule en Normandie. Tu as un roman de lecteur, puisqu'on est normand l'un et l'autre. Eh ben voilà, parfait. Et puis, donc, là, le 4e est amorcé. Et là, pour le coup, j'ai un cadavre, pour l'instant, j'ai un cadavre sur les bras. Voilà. Et ça commence comme ça. Et en attendant, on peut vous conseiller de lire les tableaux d'affichage municipal pour lire les arrêtés municipaux signés de Delphine. Hein? Mais sans cadavre. Mais sans cadavre, bah non. En attendant, je vous remercie infiniment de votre présence et puis surtout d'avoir animé cette table ronde qui a mis vraiment, je pense, en valeur ce genre particulier qui est le roman à suspense. Et c'est un genre que l'on ne met pas suffisamment en avant lors des différentes tables rondes parce que, tout simplement parce que ça ne se prête pas forcément à l'intégration dans le thème de la table ronde. Donc merci à Delphine Chatrian pour Café Crème aux éditions Les Passionnés de bouquins, à Michel Turc pour Bal et Masque, Bal masqué aux éditions Saint-Brice, Marie-Claude Paillet, Meurtre en falaise à La Fontaine de Siloé, et Benoît Malo, Sabotage au Mont-Blanc aux éditions Ziem, je crois. Moi, je vais rue Ziem, auto-édition. Mais rue Félix Ziem à Paris. C'était mon adresse. C'était l'adresse. Donc, merci beaucoup. Et puis, on peut leur souhaiter bonne chance. Et puis, on peut leur souhaiter de se retrouver bientôt dans une salle de cinéma quand on nous présenteront l'adaptation cinématographique de leur ouvrage. Merci. Avec grand plaisir. J'en profite pour te remercier très chaleureusement, Michel, non seulement pour l'animation de notre table ronde, de nous avoir réunis, de parler si bien, de mettre à l'honneur si bien nos romans. Et puis au-delà, je tiens à te remercier aussi pour toute ton implication année après année dans l'organisation du salon, mais aussi en amont dans toutes les rencontres littéraires que tu organises au Jardin des Cimes, qui se déroulent tous les samedis du mois de juillet, et qui sont des moments très particuliers, très précieux de rencontres entre des lecteurs et des auteurs, et le tout animé avec un grand talent à chaque fois par Michel Morisseau, qui lit les livres. Et ça, voilà, un grand merci Michel pour tout ça. Je m'associe à ces remerciements. Eh bien merci, et merci pour avoir évoqué les rencontres végétariennes du Jardin des Cimes.